Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Également sur Espace TV tous les soirs. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Il se pose donc comme une troisième voie entre l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, et les principaux leaders de l'opposition, pour la plupart d'anciens premiers ministres, donc au temps du régime de feu Lansana Conté. Lui, c'est Béa Diallo, que nous allons appeler dans un instant, évidemment, sur Radio Espace. Ahmed, on a écouté Ibrahim Diallo, plutôt. Écoutez, on sent un essoufflement, parce que le lundi, c'est vrai que il y avait quand même une grosse cause qui s'était donc emparée de la cité et beaucoup sont restés chez eux. Mais mardi, aujourd'hui, mercredi encore, on sent que la vie reprend. Donc moi je sais pas un peu la stratégie mise en place à pousser l'État dos au mur. Est-ce que ça peut véritablement réussir cette stratégie du FNDC? Voilà pourquoi je disais qu'il fallait peut-être mûrir et trouver, moi j'ai pas de stratégie à donner, c'est eux qui sont en train de faire le combat, c'est eux qui savent exactement. Mais aujourd'hui on est face quand même à un blocage qui interpelle tout le monde. Pourquoi? Parce que comme Tambal disait tout de suite, cette situation on la vit tous. S'il y a un problème, c'est un problème pour tout le monde et c'est pas que pour une certaine frange de la population. Voilà pourquoi je dis que ce soit le FNDC, que ce soit les autorités, il est grand temps de se retrouver. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que non, il faut que la communauté internationale fasse ceci, fasse cela. Je pense qu'il y a, comme il a dit, des religieux dans ce pays. Ils devront prendre le devant. Ces coordinations-là devront prendre le devant et ne pas croiser les bras pour dire non, il y a ceci, il y a cela. Et si on ne le fait pas maintenant, je pense que c'est pas quand ce sera donc trop tard qu'on va se lancer dans une telle opération. Donc, je pense qu'il est grand temps que chacun se ressaisisse et que le président de la République, comme on l'a dit, on ne cessera jamais de le dire, il faut qu'il donne la chance à ce pays en reculant. Bien, allez-y. Lamine, il y a plusieurs façons de consommer de la chair humaine. Il y a plusieurs façons de consommer de la chair humaine. Je pense que l'une des façons, c'est celle à laquelle nous avons assisté concernant ce jeune homme. Les radios peuvent être des radios mille collines, Groby, lorsqu'elles prennent, comme ça se présente sur les réseaux sociaux, des intox et les relais sur ces antennes. Je pense qu'on peut aussi être là. Je pense que c'est une occasion de nous remettre également en cause. Mais en même temps, je dis, il ne faut pas oublier l'atmosphère dans laquelle tout cela se produit. Si on met fin à la psychose, si on revient à un état plus stable, plus pacifique, je pense que les citoyens auraient moins peur et agiraient un peu plus avec un peu plus de responsabilité. Mais il faudrait également que le message soit passé de l'autre camp. Ceux qui pensent qu'en ayant beaucoup de morts, ils en tirent un profit, je me demande c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Parce que je commence à croire que plus il y a des morts, plus ça arrange certaines personnes. Sinon, on n'aurait pas manipulé le corps de ce jeune homme. On ne l'aurait pas fait. Il faut que cela cesse. Le combat politique ne peut pas être aussi abject. C'est pas possible. On ne peut pas jouer avec des vies humaines. C'est pas possible. Et je voudrais que nous puissions sortir de cette situation par la bonne voie. Et cette bonne voie, l'initiative ne peut venir que du gouvernement. On ne peut pas se leurrer. L'initiative viendra du gouvernement. Et le gouvernement n'est pas en train d'agir maintenant. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Pour l'heure, je suis en train de rien voir. Je ne vois absolument rien. Le FNDC campe sur sa position qui a été toujours celle d'avant, la position initiale. Il faudrait que le chef d'État renonce à ce projet. Je ne sais pas combien de fois il est difficile de renoncer à un tel projet, mais c'est ça la position du FNDC. Et de l'autre côté, vous avez d'autres crises qui sont venues se greffer à tout cela au niveau du secteur éducatif, où je ne comprends absolument pas. On n'est pas en train de s'empresser pour pouvoir ramener les différents contradicteurs autour de la table. Il y a un préalable qui a été posé par le SLEG. On ne sait pas quelle est la réponse qui a été donnée. Est-ce que les syndicalistes vont être libérés? On ne sait pas ce qui va réellement se passer. Je pense que le chef de l'État doit pouvoir agir très vite afin que nous puissions sortir de cette situation, parce que ce qui est en train de se passer risque de s'empirer si on n'agit pas à temps. Bien. Béa Diallo en direct ce matin. Béa, bonjour. Vous êtes arrivé hier à Conakry, en provenance de la Belgique. Vous portez une initiative pour l'Afrique, le projet Fight for Africa. D'abord, des mots, dites-nous de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la jeunesse africaine peut en attendre? Alors, c'est effectivement un projet très ambitieux qui s'appelle Fight for Africa.
avec comme objectif en fait de mettre en place des outils de formation et de savoir-faire pour permettre à toute cette jeunesse aujourd'hui qui est en Afrique, qui est complètement désespérée, qui ne rêve que d'une chose, en fait, c'est d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, en disant que c'est là-bas ils vont avoir leur avenir, alors que partout dans le monde on dit que l'avenir c'est l'Afrique, et finalement on dit qu'il y a un paradoxe total qui est complètement contradictoire. Pourquoi est-ce que ces jeunes en fait partent et que finalement tout le monde dit que l'avenir c'est ici et que cet avenir ne profite pas à cette jeunesse-là? Et je me dis il faut qu'on mette des outils en place pour leur permettre justement de se stabiliser en leur donnant la possibilité de pouvoir entreprendre eux-mêmes dans l'agriculture, que ce soit dans la formation professionnelle et technique, pour pouvoir mettre des outils en place justement pour eux développer l'économie locale de leur pays. Bien, Diallo ce matin en direct chez les GG. Allez-y, Tamba. Or, à qui se destine finalement un tel projet dans le concret? Comment est-ce que vous procédez pour l'identification des bénéficiaires et à terme, qu'en attendez-vous? Mais alors, ici, je pense que c'est en Afrique, d'une manière plus générale, soit on est universitaire, soit on rêve d'être footballeur. Et au milieu, il n'y a rien. Et donc, ce que moi, je veux mettre en place aujourd'hui, c'est de me rendre compte, en fait, aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont fait l'université et qui, aujourd'hui, en Guinée, quand on les voit, ils galèrent depuis 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas acquis d'autres compétences, ils n'arrivent pas effectivement à travailler. L'objectif ici, c'est de leur donner des outils à eux, justement, pour sortir de cette précarité. Des jeunes qui n'ont pas fait de diplôme, c'est eux leur donner aussi des outils pour pouvoir trouver un métier, en les accompagnant, en les formant et en leur donnant les moyens de pouvoir entreprendre eux-mêmes, que ce soit dans la formation en termes de plomberie, soit dans la formation dans le développement agricole, soit dans une formation beaucoup plus qualifiante d'entrepreneuriat, avec tous les outils qu'il faut et les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent entreprendre eux-mêmes. Et c'est des outils qu'on a déjà mis en place en Europe. Comment vous faites, Béa Diallo, pour financer toute cette opération? C'est quand même une belle initiative, mais comment vous vous y prenez avec vos partenaires pour arriver à financer cela? Et on nous a fait savoir également que vous portez une autre initiative aux côtés de celle que vous évoquez à présent. Alors, cette initiative, d'abord, ce que j'ai fait, ce week-end, je suis remonté sur le ring de boxe après 15 ans d'absence sur un ring de boxe, parce que je voulais médiatiser le projet. Et derrière la médiatisation, je voulais mobiliser effectivement des entreprises et sensibiliser les gens pour qu'aujourd'hui, de dire qu'il faut être éthique par rapport à l'Afrique aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de fermer les frontières en disant on ne veut pas de l'immigration, mais qu'on mette des outils en place justement dans le pays d'origine pour que les jeunes se stabilisent. Parce que quand on voit des jeunes qui payent entre 10 et 15 000 $, prendre la mer avec la possibilité de mourir, de devenir des esclaves en Libye, d'arriver en Europe, de se faire retrouver dans des centres fermés, d'arriver en Europe, de se faire rembarquer dans un avion, ou de prendre un train d'atterrissage d'avion et de mourir, c'est quelque chose qu'on ne peut plus vivre aujourd'hui. C'est fini, il faut que ça s'arrête, ça. Et pour ça, il faut qu'effectivement aujourd'hui, on mette des outils en place. Et que ce soit, si les gouvernements ne prennent pas ses responsabilités, il faut que les citoyens, les gens responsables puissent prendre eux leurs responsabilités et mettre des centres de formation et d'accompagnement et de savoir-faire. Aujourd'hui, j'ai des partenaires qui sont prêts à nous soutenir, à nous accompagner dans cette démarche-là. Et nous allons effectivement mobiliser le maximum de moyens pour le faire ici en Guinée. Mais l'idée aussi, c'est de faire dans d'autres pays en Afrique parce que nous avons le soutien effectivement qui sont assez transversaux, puisque ces jeunes qui partent d'ici passent par le Maroc très souvent. Et donc le Maroc est aussi un des soutiens effectivement par rapport à ce projet. Donc j'ai des partenaires qui sont vraiment très nombreux pour ce projet qui est très ambitieux. Oui, mais justement, est-ce qu'on peut avoir au moins la carte d'identité de ces partenaires aujourd'hui qui vous accompagnent sur ce projet à l'échelle du continent? Et il doit être lourd financièrement. Pas nécessairement. Vous savez, ce que je dis souvent, on confond deux choses. On confond les moyens et ce qu'on appelle l'ambition et la détermination. Il y a l'ambition, c'est une chose. Quand moi je suis remonté sur le ring de boxe, je dis souvent, je prends une image, je dis qu'il faut qu'on arrête de mettre des barrières. Les barrières financières n'existent pas. C'est pas des moyens financiers qu'il faut, c'est simplement de la volonté. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui paye 15 000 $ avec 1500 à 2000 $, moi je peux créer une PME avec quelqu'un, lui permettre de développer son entreprise et derrière cette entreprise-là, de la prospérer et que demain, quand je reviendrai, il y aura entre 10 et 15 personnes qui pourront y travailler dans cette entreprise-là. C'est des outils qu'il faut donner aux gens. On l'a fait en Belgique. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de formation professionnelle, qui n'ont pas de métier. Et ces gens-là, on les a accompagnés dans des projets spécifiques dans lesquels ils sont devenus auto-entrepreneurs. Et aujourd'hui, ces jeunes ont leur entreprise et développent l'entreprise avec très peu de moyens. C'est juste effectivement le savoir-faire qu'il faut mettre en place et leur donner ces outils-là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on consomme le plus en Afrique? Ce sont des concentrés de tomates.
On a des tonnes de tomates qui pourrissent dans nos pays. On n'a pas une seule usine de transformation de tomates. Les boîtes dans lesquelles on nous vend ces tomates, ce sont des boîtes qui sont faites dans de l'aluminium. Notre matière première, c'est quoi? La première réserve mondiale de bauxite, ça vient de Guinée, c'est transformé ailleurs et ça revient, on nous revend ces concentrés de tomates. C'est totalement aberrant. Il y a des systèmes et des modèles qu'on nous impose aujourd'hui. Quand on consomme des cure-dents, alors qu'on a des millions et des millions d'arbres dans nos pays, on va acheter des cure-dents qui viennent de Chine. Il y a des choses qui sont complètement aberrantes et ça me révolte. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'à un moment donné, on ne réfléchit pas. Quand on importe du poulet, le poulet local coûte plus cher que le poulet qui vient d'Europe. C'est toutes des choses qui me révoltent. Moi, je me dis, il y a un problème quelque part et il faut effectivement qu'on change ce paradigme. Si le politique ne le fait pas, il faut qu'il y ait une mobilisation, effectivement, que des citoyens, à un moment donné, se disent, investissons-nous dans notre pays, développons notre pays, effectivement, avec les moyens qu'on peut mettre en place. Et je pense que cela, on peut le faire. Et il ne faut pas des milliards, il ne faut pas 200 000 partenaires, il faut juste de la volonté. Et à partir de la volonté, on peut changer les choses. Alors, Béa, du coup, ça fait beaucoup du projet d'accompagnement à l'autonomisation des jeunes, avec tout ce que vous venez de décrire, ça fait finalement beaucoup. Oui. Mais la préoccupation, elle demeure. Est-ce qu'il y a des noms, par exemple, de ces partenaires? On sait qu'en Guinée, l'Union européenne et même l'agence belge et d'autres partenaires comme ça sont impliqués dans l'autonomisation des jeunes à travers des formations à l'entrepreneuriat. Vous, qui vous accompagne? Et ça va coûter combien, ce projet? Parce que tout ceci, ces outils dont vous parlez, ont un coût. Ça va coûter combien? Alors, la première chose, c'est de mettre des centres de formation. Donc, je suis venu ici pour identifier des lieux, parce qu'on va commencer par Conakry, 2 lieux dans lesquels on va pouvoir identifier effectivement les centres de formation. Ça veut dire centre de formation et accompagnement effectivement par rapport à ces jeunes. On va identifier les lieux. Une fois qu'on les a identifiés, on prendra ces endroits-là, on mettra effectivement les corps de métier, on mettra les professionnels dedans pour accompagner les jeunes et les accompagner dans leurs projets. Et puis, dans une deuxième phase, c'est d'aller à l'intérieur des pays, parce que le but, évidemment, c'est d'arrêter cet exode rural qui est en train de grandir de plus en plus. Quand on va dans les villages aujourd'hui, il y a pratiquement plus de jeunes. Les jeunes sont en train de fuir les villages, ils viennent dans la capitale, une fois qu'ils arrivent dans la capitale, ils n'ont qu'un rêve, c'est de partir en Europe ou partir aux États-Unis. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à casser aujourd'hui. Et donc, nous allons effectivement mettre cette transversalité-là. Les moyens qui vont être mis en place aujourd'hui en termes de coûts, je ne peux pas vous les définir, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des moyens qui existent, qui ont été dégagés et qui seront mis en place et on mettra tous les moyens qu'il faut pour pouvoir effectivement endiguer cela. J'ai des partenaires qui sont des partenaires privés, sont pas des institutions aussi par lesquelles je suis soutenu effectivement et qui vont nous amener effectivement petit à petit pour grandir évidemment vers l'objectif qu'on s'est fixé. Sauf que ces messages-là peuvent passer, Béa, si vous n'étiez pas politique. Vous m'avez reçu à Bruxelles et vous avez bien sorti carrément la définition des parlementaires quand vous dites le Parlement c'est l'endroit où on parle, où on ment beaucoup. Comment vous croire, Béa Diallo? Oui, tout à fait, c'est vrai, parce que je dis souvent, en fait, et c'est vrai que c'est une définition que je dis, parlementaire, c'est un mot qui est bien fait. Pourquoi? Parce que on parle énormément, c'est vrai, et moi, ce que j'aime, c'est agir. Et donc, c'est pour cette raison aussi qu'aujourd'hui, je me consacre énormément à ma commune, parce qu'à la commune, on est dans le concret. On a des moyens et on agit directement. Et au Parlement, c'est vrai qu'on fait des lois, on discute beaucoup, on se dispute beaucoup, mais finalement, je me rends compte en fait qu'on ne concrétise pas des choses. In fine, on est beaucoup dans la dispute, on est beaucoup dans la stratégie. Pour ne pas dire mentir. Alors. Oui. Quand je dis mentir, c'est derrière. C'est souvent, vous savez, quand on est dans l'opposition, on dit des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Quand on est dans la majorité, on dit aussi des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Donc voilà. Et même si on n'est pas d'accord avec sa propre majorité, on est obligé de suivre ses critiques alors que c'est parfois des mensonges. Bien. Il est réaliste, lui. Béa Diallo, allez-y, Ahmed. Alors, sauf que Béa se trouve dans un pays où, quand on ne touche pas, on n'y croit pas du tout. Alors, il a du mal à nous donner des chiffres, mais il dit que c'est disponible. Justement. Ok, c'est disponible. Le pragmatisme. Mais alors, clairement, comment tout cela va se passer? Ces jeunes qui seront formés dans ces centres vont payer de l'argent ou ce sont les bailleurs qui vont faire une prise en charge? Non, les jeunes ne paieront rien du tout. Ce sera vraiment un endroit qu'on va construire à 360 degrés avec des lieux de formation, avec un lieu qui sera informatisé. L'objectif, c'est de leur donner des outils. Une fois qu'on leur a donné des outils, c'est simple. Je vous donne un exemple. On va former un plombier, d'accord? Une fois qu'on aura formé le plombier de A à Z, on va lui apprendre comment devenir indépendant.
on va lui donner toute l'information qu'il faut, et derrière ça, on va mettre en place un comptable qui va pouvoir l'accompagner dans son projet d'entreprise, et puis on va lui donner les outils. Pas de l'argent, on va lui donner les outils, on va lui créer son entreprise, on va lui donner les outils qu'il faut, et lui, il ira sur place, sur le terrain pour aller chercher effectivement son comment on appelle ça, son marché. Il va développer son marché et nous on va l'accompagner tout au long de son processus et de son projet en continuité. Voilà, c'est ça qu'on veut mettre en place comme outil aujourd'hui, c'est de permettre à tout le monde d'entreprendre en fait. Et on n'a pas besoin d'étudier spécifiquement pour pouvoir entreprendre. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui sont là du matin au soir à attendre la providence, à attendre qu'on leur tende un billet, alors qu'ils peuvent eux-mêmes se prendre en main parce que ce pays-là est en construction totale et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je ne peux pas, moi, rester le bras croisé comme ça et attendre que les gens attendent. En fait, j'ai envie de leur donner effectivement la possibilité d'apprendre à pêcher pour qu'ils mangent tous les jours. Béa Diallo, vous affichez également des ambitions politiques pour votre pays, votre Guinée natale. Oui. Vous décidez de boxer dans le ring politique guinéen qui peut être plus funeste que boxer sur un ring habituel. Qu'est-ce qui motive cette ambition? Comment vous comptez vous y prendre concrètement? Et est-ce que c'est en réaction à tout ce que la Guinée traverse actuellement, cette crise sociopolitique? Ben, en fait, la question, donc je suppose que vous me parlez seulement de la question et de l'article qui est sorti en Belgique récemment. Et donc, cette question qui m'a été posée, c'était de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, Béa Diallo serait prêt effectivement à venir s'engager politiquement en 2020 en Guinée? J'ai répondu oui, si le contexte politique le permet, deux, si effectivement la population, effectivement aujourd'hui, guinéenne me le demande. Parce que je vois une chose aujourd'hui, c'est qu'en Guinée, il y a deux voies. Il y a deux voies qui sont complètement opposées. Il y a deux voies aujourd'hui qui sont dans un combat qui est en train de totalement anéantir le pays. Et je me dis qu'il faut une troisième voie. Et cette troisième voie-là, c'est la voie des Guinéens. Moi, je me suis toujours exprimé comme ça. Moi, j'ai dit, mon père, il est Peul. Moi, la langue que je maîtrise et celle que je parle, c'est le Soussou. Mon prénom et mon homonyme, il vient de la forêt. Ouais. Et surtout, ma sœur et ma mère. Ma sœur, elle est mariée à un Malinké et ma maman, et la langue qu'elle maîtrise le plus est là où elle a été éduquée, où la famille dans laquelle elle a grandi. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que moi je suis un Guinéen et c'est ce mot-là que moi je veux entendre. Moi je veux entendre aujourd'hui dans la bouche des politiciens qu'on arrête de diviser notre pays. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est dans une dynamique aujourd'hui où le pays est de plus en plus divisé, où on est dans une approche aujourd'hui où il y a des enfants qui sont en train de mourir. Je me souviens à l'époque déjà, quand il y a eu, à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est toujours les mêmes qui en payent les conséquences. Ce sont les jeunes, ce sont nos enfants qui sont en train de mourir. Et cela doit cesser. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui dans un pays comme la Guinée, qui a lancé une voie démocratique dans laquelle on s'est lancé et qui est encore aujourd'hui cette possibilité qu'on puisse tuer nos enfants parce qu'ils vont dans la rue. C'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Lansana Beya, c'est le pays qui doit vous appeler ou c'est vous qui devez venir au pays? Voilà. Puisqu'il y a urgence au regard de tout ce que vous venez de citer. En fait, je ne dis pas que c'est le pays qui doit m'appeler. Je sais que j'ai répondu aux journalistes, c'est que si effectivement aujourd'hui il y a une demande, aujourd'hui il y a une attente. Vous savez ce qui est compliqué en Guinée. Mais comment vous voulez que cette demande s'exprime, Monsieur Diallo? Non, je vous le dis. J'ai dit, vous savez ce qui est difficile en Guinée aujourd'hui. Ce qui est vraiment difficile en Guinée aujourd'hui. Ce qui est difficile en Guinée aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que le Guinéen n'y croit plus. Par contre, le Guinéen, il a envie de se battre. Et on le voit, les gens qui vont dans la rue. Et les gens qui vont dans la rue, ils ne sont pas politiques. Ils veulent simplement que les choses, elles changent pour eux, leurs conditions. Ce que les Guinéens, ils demandent aussi, c'est de pouvoir manger tous les jours. Ce que les Guinéens, ils demandent aussi, c'est de pouvoir avoir un travail, c'est de pouvoir s'habiller, c'est de pouvoir s'occuper de son enfant qui va à l'école, c'est de pouvoir aller à l'hôpital quand il est malade et pouvoir se soigner. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est que quand je veux accoucher, je veux pas mourir à l'hôpital. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc on comprend bien que vous n'excluez pas la possibilité d'être candidat à la prochaine présidentielle, mais avant il y a la question. Je ne l'exclus pas du tout. Bien, mais avant il y a la question de la nouvelle constitution. Lansana Beya, ça agite le pays, ça met le pays dans une situation assez difficile. Vous voyez toutes les tensions que cela génère dans le pays. Qu'avez-vous à dire à propos
nous voyons que les positions, aussi bien celles du camp présidentiel, donc qui est à l'origine de cette initiative, que celles du camp opposé à ce projet, ces positions sont tranchées. Qu'avez-vous à dire à propos? Écoutez, moi, la Constitution, je pense comme tout le monde, comme beaucoup de gens, je pense que cette Constitution elle est assez ancienne et qu'effectivement, cette Constitution devrait être modifiée. Alors, la vraie question, c'est de dire c'est la pertinence du moment qui a été choisi pour le faire. Ça, c'est la vraie question, d'accord? Et l'autre question, effectivement, aujourd'hui, qu'il faut élucider, c'est de dire que si cette Constitution doit être modifiée, est-ce qu'elle doit être modifiée aujourd'hui, avant les élections 2020? Est-ce que, si on la modifie aujourd'hui, est-ce que le président de la République, aujourd'hui, est prêt à déclarer qu'il ne fera pas un troisième mandat, il ne fera pas un mandat, parce qu'il fera un troisième mandat, puisque c'est une nouvelle constitution, ça veut dire que c'est un nouveau mandat. Et c'est toutes ces questions-là, aujourd'hui, qui préoccupent le Guinéen. Et c'est à ces questions-là qu'il faut arriver à répondre aujourd'hui. Et j'estime qu'il n'y a pas de violence à mettre en place, parce que je pense qu'il faut moderniser notre constitution. Mais si on doit la moderniser aujourd'hui, il y a une réponse que les gens demandent aujourd'hui, c'est qu'on s'est engagé pour 2 mandats, et ces 2 mandats-là doivent être respectés. Alors, voilà le processus dans lequel on doit être. Voilà ce que moi j'ai comme position. Aujourd'hui, moi j'estime qu'il y a une légitimité. Donc, en clair, à vos yeux, la solution, l'approche pour quand même une solution allant dans le sens de la modernisation de la Constitution, c'est que l'actuel chef de l'État, qui est à l'origine de cette initiative, s'engage publiquement ou déclare publiquement que oui, pour une modernisation de la Constitution, mais il ne sera pas candidat à quoi que ce soit au terme de ce processus. Oui, moi je pense que c'est ce qui va permettre certainement à cette population et à ces Guinéens d'être rassurés et de pouvoir effectivement se dire oui, effectivement, ce que propose le président de la République aujourd'hui est quelque chose de sensé et que le président de la République s'est engagé à ne pas se présenter pour un mandat après la modification de la Constitution. Si en tout cas il faut le faire en urgence aujourd'hui, et si l'urgence le demande de modifier cette Constitution aujourd'hui, voilà. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui. Moi je me suis pas beaucoup prononcé sur cette question parce que moi je n'ai jamais entendu ce que j'ai toujours dit, le président de la République dire je vais faire un 3e mandat. Il l'a jamais dit. Mais à l'inverse, il n'a jamais non plus dit je ne ferai pas de 3e mandat. Donc voilà, et c'est cette ambiguïté-là aujourd'hui qui fait peur à tout le monde et qui fait en sorte que les gens, effectivement, ont peur. Mais moi, ce que je demande, c'est qu'on stoppe les morts. Bien. Ça s'arrête. Merci. Il y a une vraie responsabilité. Merci beaucoup à Béa Diallo, en espérant, voilà, avant votre retour, de passer dans les studios de la Radio Espace. Merci Béa et bon courage. Merci. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Voilà, dernière ligne droite, voilà, au compte de cette émission. Encore une fois, le sujet là, on va essayer de remettre ça demain, mon cher Titi. Mohamed Mara, vous nous apprenez un grogne des communicants du RPG. Marché controversé, des kits bleus à la CENI. Eh oui, le marché des kits bleus, si vous voulez, ce sont les stylos, les marqueurs, les petits tubes d'encre, les enveloppes. En fait, bref, c'est le petit matériel qui entre notamment dans les bureaux de vote, si vous voulez. Et puis, c'est quand même un marché de $500,000. Okay. Et nous apprenons, de sources vraiment sûres, que le chef de l'État a décidé que ce marché-là devait revenir à Madame Madina Cham, de la présidence, donc la communication. La fille de oui, Adja Issatoubela Diallo. Ouais. Sans consulter donc la CENI. Vous savez qu'à partir de $100,000, c'est-à-dire à partir d'1 milliard de francs guinéens, la loi guinéenne, elle est claire. Il faudrait un appel d'offres. Obligatoirement. Mais non, vous avez suivi cette histoire, notamment d'impression des cartes d'électeurs, avec notamment les Ivoiriens qui avaient déjà créé des bisbilles avec Innovatrix. Et aujourd'hui, c'est ce marché également, donc le chef de l'État, pratiquement seul, veut attribuer à Madame Madina Cham. Ceci explique peut-être tous ces agissements de la dame, vous savez, un peu sur les réseaux sociaux, les piques, les invectives, parfois les injures venant de la dame. Elle est devenue très coriace et parfois agressive dans sa communication. On commence à comprendre. En fait, je me dis que on comprend pourquoi certaines personnes animent cette histoire de 3e mandat, en fait. Et au même moment, et là également, il y a encore problème. Vous avez suivi la semaine dernière, il y avait une grogne au sein des communicants du RPG Arc-en-Ciel qui estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment pris en charge. Qu'est-ce qu'on apprend? L'homme d'affaires Moridiané, mais aussi le patron de Sonoco, chacun d'eux contribue actuellement à hauteur de 250 millions par an
par mois, justement pour cette campagne. Donc ce sont 500 millions juste pour les 2 hommes d'affaires qui sont envoyés vers la présidence pour à destination normalement des comment on appelle ça, des communicants. Alors on apprend quoi? Que ce montant, puisque les communicants ont grogné, cela a été rapporté au chef de l'État qui simplement s'en est étonné. Qui dit mais il y a Madina Cham qui gère cet argent. Sauf que les communicants de leur côté n'ont pas vu la trace de cet argent depuis plusieurs mois. Il y a eu des réunions jusqu'au ministère de la Défense, chez le docteur Mohamed Diané, mais bizarrement, vous savez comment ça se passe. Dès qu'ils entrent en réunion, à peine sortis, on apprend. Parce qu'il y a déjà une semaine qu'on voulait parler de ce sujet. Alors, cela explique aujourd'hui le comportement de Dame Madina Cham. Et de l'autre côté, on sait également... du côté de la HAC, la maman aussi aujourd'hui qui se place en orbite pour prendre d'assaut bientôt la HAC, et je pense d'ailleurs que le ministère de la Justice devrait normalement maintenant, et plutôt le ministère chargé des relations avec les institutions, devrait en principe prendre un acte pour interpeller les associations de presse. Il ne faut pas attendre que ce soit comme la dernière fois en 2015. Ça va être, je crois, à la fin de leur mandat, là, c'est le 15 mars prochain. Donc c'est déjà là, c'est dans 2 mois. Il faudrait déjà que les associations, maintenant, qui ne sont plus 5, on n'a que 5 représentants à la HAC, mais il faut penser, à mon avis, que déjà il y a des concertations pour envoyer, non pas des hommes liges, des hommes faciles à happer, mais cette fois-ci des gens qui connaissent les médias, qui connaissent les textes, qui connaissent aussi l'environnement international dans lequel évolue la presse, pour vraiment que, c'est vrai, il faut professionnaliser notre presse, il faut l'assainir, mais aussi il faut la protéger. Or, nous bénéficions de tout aujourd'hui dans cette corporation, sauf de la protection. Protection en termes, c'est comme si le code du travail n'existait pas. Protection sur le terrain en tant que journaliste, physiquement, les gens ils sont quand même exposés. Donc c'est toutes ces questions. Et là, c'est une Madame Adja Aïssatou Bella Diallo qui est pressentie. Et vous savez que généralement dès que le chef de l'État désigne quelqu'un, souvent les gens ont tendance à choisir la personne. Je me dis attention à cela. Mais ce qui est clair aujourd'hui, je pense que ce marché qui est annoncé de 500 000 $ avec Madame Madina Cham, encore une fois, va être une autre goutte de trop dans ce processus qui, il faut le reconnaître, manque aujourd'hui de crédibilité. Parce que un processus sans une opposition crédible, je me dis que certes le RPG va gagner, mais ce monsieur Alpha Condé qu'on ferait perdre. Parce que ce n'est plus du tout son combat. Voici, ces élections ont lieu le 16 février. Ce serait, sans l'opposition, ce serait une victoire sans gloire pour le RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, on le saura. Je reviens là-dessus très rapidement, en 30 secondes, pour nous dire que on saura à partir de ce soir si ces élections auront lieu à la date du 16 février. Parce que c'est aujourd'hui que le président de la République doit lancer par décret présidentiel la campagne pour ces élections législatives. Donc si le décret n'est pas pris aujourd'hui, on va forcément vers l'aéroport. Bon, merci à vous tous à l'international. Merci à Kabine Condé à la réalisation au niveau de la régie. Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit. À vous, à région, à tous nos techniciens, évidemment, à Prince Diallo ici à Conakry. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec évidemment Arnaud Béchier pour Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, c'est la baronne de 20h, Fatoumata Diané qui vous retrouvez pour les infos. Prenez soin de vous, à demain.